Dans le cadre de l'unité d'enseignement 3.3 intitulée Rôle infirmier, organisation du travail et interprofessionnalité pour les étudiants infirmiers, de l'unité d'enseignement 22 appelée Projet interprofessionnel pour les étudiants en kinésithérapie et de l'unité d'enseignement 4.10 intitulée Projet interprofessionnel pour les étudiants en ergothérapie, un travail en équipe pluridisciplinaire autour du projet de soins de Madame Pellegrin a été élaboré. L'équipe est composée de 10 étudiants en soins infirmiers, une étudiante aide-soignante, une étudiante en ergothérapie et 2 étudiants en kinésithérapie. Ces unités d'enseignement permettent d'introduire la notion de travail en interdisciplinarité pour chaque corps de métier. En effet, il s'agit d'une notion importante qui lie chacun d'entre nous, chacun apportant ses compétences respectives pour garantir une prise en charge optimale de la personne soignée. Cela indique une organisation et une communication régulière et concise. La communication a été favorisée par l'utilisation de l'application Globule. Le kinésithérapeute est un professionnel de santé qui vise à soigner le mouvement, par le mouvement, mais également en utilisant des techniques passives telles que l'électrothérapie, les étirements ou encore le massage. Donc, il intervient à toutes les étapes de la vie, de la surveillance du nourrisson jusqu'aux soins de fin de vie. Et son objectif est d'accompagner, renforcer, encourager le patient vers l'autonomie. Donc, beaucoup de champs gravitent autour de la kinésithérapie. Le plus connu, c'est le musculo-squelettique qui renferme la traumatologie ou encore la rhumatologie, mais il y a également la neurologie, donc des patients AVC, sclérose en plaques, etc. et le domaine cardio-respiratoire. L'ergothérapeute fait l'intermédiaire entre les besoins d'apprentissage, d'adaptation, de compensation d'une personne et les exigences de la vie quotidienne. Il peut intervenir auprès de toute personne en perte d'autonomie et ou d'indépendance, dont les capacités sont limitées sur du court ou du long terme. Il intervient sur 3 domaines principaux, la rééducation, la réadaptation et la réinsertion sociale. Mais avant toute intervention, l'ergothérapeute rencontre la personne, il passe un entretien et des bilans pour recueillir les difficultés et les capacités. On définit ensemble les objectifs d'intervention avec la personne, en lien avec les autres professionnels de santé. Dans l'optique d'une prise en charge globale, l'ergothérapeute peut également proposer des formations, informations auprès des pairs du patient et proposer également des démarches d'éducation, conseils et prévention ergothérapique auprès de la personne elle-même. En collaboration avec l'infirmière et sous sa responsabilité, l'aide-soignant accompagne les patients dans les gestes de la vie quotidienne qu'ils ne peuvent plus réaliser seuls afin de répondre au mieux à leurs besoins fondamentaux. Il assure donc une prévention ou une restauration de leur bien-être en dispensant des soins d'hygiène et de confort. Au-delà de ses missions d'accompagnement et de nursing, l'aide-soignant veille à l'humanisation des soins reçus par les patients. Et c'est en promulguant cette continuité de soins au sein d'une équipe de soignants pluridisciplinaires qu'il préserve et aide le patient à recouvrir son autonomie. Après 3 ans d'études, l'infirmier ou l'infirmière obtiennent un diplôme d'État d'une profession paramédicale. Ils assurent la collaboration avec l'aide-soignante et l'équipe pluridisciplinaire, les soins de confort, d'hygiène et de sécurité du patient. Ils assurent la gestion administrative des stocks, des médicaments, des plannings et des soins en fonction des prescriptions médicamenteuses. L'infirmière dispense de soins de nature préventive, curative ou palliative pour promouvoir, maintenir et restaurer la santé des patients. Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité. L'infirmière doit aussi faire preuve d'écoute et de bienveillance envers le patient. Présentation de l'application Globule. Globule? Mais qu'est-ce que c'est? Globule est un dossier informatisé pour des usagers, chacun unique, dont les projets de vie varient au fil du temps. Globule, c'est un dossier médical unique de la personne dans un parcours partagé. C'est un dossier sécurisé, mutualisé, structuré, une plateforme de collaboration et une application sur smartphone et tablette pour avoir toutes les informations directement dans la poche. Il a été développé pour être à la fois utilisable dans les établissements médico-sociaux ou dans un parcours de e-santé. Pour faire simple, Globule, c'est un peu le couteau suisse des intervenants. Il permet le partage des informations entre les services d'accompagnement et les intervenants. C'est là que toutes les informations sont stockées et que tous les documents sont consultables. En fait, c'est une
une application qui permet d'accompagner une personne, de la soutenir dans son autonomie et son insertion citoyenne et professionnelle, dans son individualité. Soyons un petit peu plus techniques. Du coup, Globule, comment ça fonctionne? Lorsqu'une nouvelle information se présente sur l'application, cela déclenche une alerte à l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire présente dans la prise en charge du patient. Cela va être un gain de temps pour l'équipe au niveau de la gestion car les données vont être centralisées sur l'application, mais également cela permet de tenir informés les différents collaborateurs sur l'état d'avancement du projet et de pouvoir mieux réajuster grâce à une évaluation. De plus, cela permet également d'instaurer une coopération qui consiste en des transferts d'activités ou d'actes de soins, voire en une réorganisation du mode d'intervention auprès des patients. Elle a pour but d'améliorer l'organisation de la prise en charge. Tout cela selon la loi HPST, Hôpital Patient Santé et Territoire du 21 juillet 2009. L'application Globule permet donc de mettre en place une mutualisation afin d'aboutir à une prise en charge globale du patient. Donc, en résumé, Globule est une application interprofessionnelle qui permet une vision globale des transmissions, de faire le lien, des recueils et une collaboration entre différents professionnels qui permet de programmer les rendez-vous, faire des évaluations, coopérer, coordonner et avoir tous les mêmes infos sous la main. Nous avons donc élaboré le projet de soins en interprofessionnalité de Madame Pellegrin-Xavier, âgée de 86 ans, qui vit seule dans une maison de plain-pied. Elle est autonome mais nécessite le passage d'une infirmière libérale 2 fois par jour pour l'aide à la prise des traitements et l'aide partielle à la toilette en collaboration avec une aide-soignante. Madame Pellegrin refuse le renforcement des aides comme la mise en place d'un boîtier à clé ou d'une téléalarme, mais souhaite tout de même rester à domicile. Le 2 novembre 2020, elle est hospitalisée en unité de gériatrie aiguë suite à une chute dans un contexte d'altération de l'état général, de confusion et de fécalome. Après avoir traité le fécalome et l'infection urinaire diagnostiquée pendant l'hospitalisation, le retour à domicile est prévu le 13 novembre. La patiente est orientée, cohérente, heureuse de rentrer chez elle, mais a peur de chuter à nouveau. De plus, elle présente des douleurs à la cheville gauche, ainsi qu'un œdème et un érythème qui est apparu la veille à la malléole externe gauche. La mise en place d'aides renforcées sera discutée auprès de la patiente dans l'optique d'un maintien à domicile. Nous allons maintenant présenter le projet de soins de Madame Pellegrin que nous avons réalisé en pluridisciplinarité. La première cible que nous avons relevée est la cible douleur. En ce qui concerne les données, pendant son hospitalisation, Madame Pellegrin dit avoir régulièrement des douleurs lombaires post-chute. Elle évalue sa douleur à 6 ou 7 sur 10 après une station debout prolongée. Elle indique également ne pas avoir de douleur en position assise ou allongée. Le 13 novembre, elle présente des douleurs à la cheville gauche avec un léger œdème. Dans les actions que nous allons mettre en place du côté de l'IDE, du point de vue du rôle propre, nous allons évaluer la douleur avec un tilt ainsi qu'une échelle verbale simple, installer la patiente de façon confortable en position assise, qui est une position antalgique pour elle. Ceci peut se faire en collaboration avec l'aide-soignante. Nous pouvons également lui proposer de la glace qui a un effet antalgique. Pour le rôle sur prescription médicale, l'IDE administre les traitements antalgiques de palier 1 et de palier 2 en si besoin avant toute mobilisation, comme par exemple pour les soins d'hygiène et de confort. L'IDE surveille les effets attendus, donc une diminution voire une absence de douleur, et les effets indésirables des traitements comme l'hépatotoxicité, l'hypersensibilité, les troubles urinaires, les troubles digestifs. Le kiné, quant à lui, peut associer des techniques antalgiques à type de massage, de mobilisation passive et active. Il peut également établir un renforcement musculaire axé sur les érecteurs du rachis et le membre inférieur conjointement à un travail moteur fonctionnel autour de la marche pour Madame Pellegrin. Les résultats attendus sont une diminution, voire une absence de douleur, et l'absence d'effets indésirables des traitements antalgiques. Concernant les risques de récidive de chute, la prise en charge repose sur une dynamique interdisciplinaire. Concernant les IDE, elle repose sur la sécurisation de son environnement, attention à ce qu'elle ne chute pas dans la salle de bain, chaussures ou chaussons adaptés et vêtements adaptés, pensez à mettre les lunettes de la patiente, collaboration avec l'ergothérapeute pour adaptation de l'environnement et avec le kinésithérapeute pour la marche, réassurance par rapport au syndrome post-chute, pensez au psychologue si besoin, et voir avec le médecin pour refaire un bilan ophtalmologique suite à sa cataracte. Rôle sur la prescription, administration du traitement contre l'ostéoporose, surveillance des effets attendus,
taux de calcium dans la norme notamment, et des effets indésirables, augmentation du taux de calcium dans le sang et les urines, bouche sèche. Donc surveillance par un bilan sanguin. Au niveau de la kinésithérapie, la prise en charge commencera tout d'abord par une évaluation de l'équilibre postural assis et debout, un get up and go test et vérifier les chaussures de la patiente. Ensuite, la prise en charge reposera sur une association de travaux d'équilibre dynamique et statique en lien avec la marche et la station debout, une stimulation du système vestibulaire et de l'oculomotricité volontaire, des exercices de retournement et de transfert, un apprentissage du relevé du sol, ainsi qu'une reprogrammation des stratégies de réajustement postural. En ergothérapie, il y aura également un axe orienté sur la sécurisation de l'environnement, proposer aux patients des chaussures adaptées afin d'éviter les chutes, préconiser la mise en place de rampes murales pour monter et descendre les marches amenant à la cuisine et à la salle de bain, mettre en place une téléalarme, tout en lui expliquant l'intérêt, et adaptation de la baignoire, siège de bain ou possibilité de remplacer par une douche avec un siège adapté et poignée de douche. La cible suivante est le risque de non-adhésion au projet de soins. Dans les données, nous avons relevé que la patiente est assez opposée à la mise en place d'aide. Elle refuse le boîtier à clé et a déjà renvoyé une AES. Elle a envie de faire les choses d'elle-même et elle n'ouvre pas toujours la porte aux soignants. On s'est posé la question à savoir si c'était lié à un problème d'audition ou alors à un refus. Concernant les actions de l'IDE, elle mettra en place un entretien de négociation afin de faire adhérer la patiente au projet de soins, en respectant chaque temps de parole, en utilisant l'écoute active, le respect et en ne cherchant pas à convaincre mais plutôt à motiver. Enfin, chaque professionnel doit lui expliquer pourquoi il est là et dans quel but, en faisant avec elle un bilan pour voir ce qu'elle est capable ou non de faire. Les résultats attendus sont l'adhésion et l'acceptation du projet par la patiente et que la patiente soit actrice de ce projet. Concernant les troubles cognitifs de Madame Pellegrin, elle est en difficulté sur le test de l'horloge avec un score de 3 sur 7 et sur le test des 5 mots de Dubois avec un score de 4 sur 10, ce qui représente bien ses troubles mnésiques. Ces troubles mnésiques sont objectivés dans son quotidien. Elle oublie parfois de manger et oublie la nourriture dans le frigo. Elle ne connaît pas les numéros de téléphone de ses proches, donc ne l'utilise pas. Elle a des factures d'eau et d'électricité élevées car elle oublie de fermer les robinets et d'éteindre les lumières. De plus, elle est régulièrement à découvert financièrement et elle a des factures impayées. Afin d'obtenir une sécurité financière, les professionnels peuvent faire appel à une assistante sociale pour mettre en place une curatelle et l'ergothérapeute peut préconiser des robinets et des lumières avec capteur de présence pour réduire les factures. Pour son bien-être, on peut voir avec l'assistante sociale si la patiente peut bénéficier de plus d'aide de la part de l'AES, qu'elle vienne pour les repas par exemple. Si ce n'est pas possible, il faudra alors lui rappeler régulièrement si elle a des plats au frigo ou pas. On veillera chacun à stimuler la patiente pendant les soins. Pour qu'elle puisse prendre ses médicaments seule, l'ergothérapeute peut préconiser et essayer avec elle un pilulier électronique. Concernant le téléphone, l'ergothérapeute peut aussi préconiser un téléphone type Alzheimer avec les photos de ses contacts sur les touches. Enfin, les bilans seront repassés chaque mois par les différents professionnels, psychologues, infirmiers, ergothérapeutes, kinés, aides-soignantes, pour voir l'évolution des troubles cognitifs. Afin de cibler les incapacités de Madame Pellegrin à réaliser certains gestes de la vie quotidienne seule, nous avons dans un premier temps regroupé les différentes données concernant ses besoins et ses capacités, notamment grâce à une évaluation de son autonomie reposant sur l'échelle ADL, où elle a obtenu un score de 5 sur 6. Au-delà de cette échelle de mesure et en accord avec Madame Pellegrin, il apparaît qu'elle a besoin d'une aide partielle à la toilette, dont une assistance pour prendre une douche dans sa baignoire qu'elle devait enjamber à raison d'une fois par semaine, que la patiente est capable de s'habiller seule et parvient à choisir des vêtements propres et adaptés. Les actions que l'aide-soignante, en collaboration avec l'équipe soignante, ont mis en place pour répondre à ses besoins consistaient à veiller à ce que Madame Pellegrin conserve son autonomie lors des soins d'hygiène en l'encourageant à faire le maximum par elle-même. Autrement dit, à préparer le nécessaire de toilette de Madame Pellegrin en lui mettant à disposition ce qui lui est nécessaire, ainsi que de l'aider partiellement à réaliser sa toilette tout en conservant sa pudeur. Lui laisser choisir sa tenue et la laisser s'habiller seule. Et pour finir, lui poser ses bas de compression en accord avec l'infirmière. Les résultats de ces actions ont permis à Madame Pellegrin de conserver une autonomie ainsi que de recouvrir une réassurance physique et psychique.
Notre prochaine cible est la perte de l'estime de soi. Nous avons relevé comme donnée que la patiente vit seule, elle est veuve depuis 10 ans. Avant son hospitalisation, elle était autonome. À ce jour, elle nécessite d'une aide partielle pour la réalisation de la toilette et bénéficie du passage d'une infirmière 2 fois par jour, ce qu'elle vit très mal. Elle dit ne pas avoir le moral car elle se sent diminuée et elle souhaiterait faire les choses à sa manière mais n'est plus en capacité suite à sa perte d'autonomie. Concernant le rôle propre de l'IDE, nous allons établir une relation de confiance avec la patiente en passant par de l'écoute active et une réassurance. On lui proposera un entretien d'accompagnement et de soutien pour lui permettre de verbaliser ses difficultés présentes et ses ressentis en respectant les règles de symétrie, en utilisant la reformulation pour s'assurer d'une bonne compréhension, sans jugement de valeur et en respectant des temps de silence. On lui proposera, si besoin, un accompagnement avec un psychologue en lui expliquant les nécessités et les objectifs de celui-ci. L'ergothérapeute valorisera les actes de la vie quotidienne qu'elle est capable de réaliser en autonomie, par une mise en situation écologique. Elle lui permettra de retrouver du lien social et mettra un système de sonnette en place pour que la patiente puisse entendre les gens qui se présentent chez elle. Elle trouvera aussi des associations qui peuvent intéresser la patiente afin qu'elle puisse réaliser des sorties. Le kinésithérapeute et l'aide-soignante valoriseront également la patiente durant les soins. Nous attendons que la patiente soit réassurée et qu'elle retrouve une bonne estime de soi au long cours. La prochaine cible que nous avons sélectionnée est le risque hémorragique. Concernant les données de la patiente que nous avons relevées, elle présentait des antécédents cardiovasculaires, donc en 2010 elle présentait un syndrome coronarien aigu, elle présente également une hypertension artérielle et en 2017 nous avons relevé qu'elle a eu une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs gauche. La patiente présente également une perte d'autonomie liée à sa chute. Suite à ces données, elle a été mise sous anticoagulant par voie orale. Concernant les actions infirmières, relevant du rôle propre qui est également en collaboration avec l'aide-soignante, nous allons surveiller quotidiennement les signes cliniques, c'est-à-dire surveiller la présence d'une hémorragie, ça peut être une épistaxis, une gingivorragie, une rectorragie, des hématuries, hémoptysie ou autres. Également surveiller la présence d'hématomes ou de pétéchis, surveiller la sensation de malaise, de pâleur ou d'autres signes. Nous devons également surveiller le taux plaquettaire qu'elle présente pour éviter une thrombopénie, c'est-à-dire que son taux plaquettaire doit être compris entre 150 000 et 400 000 mm3. Nous allons surveiller également sa tension artérielle qui pourrait être un facteur de risque pour faire une hémorragie. Si jamais il y a une hypertension artérielle qui persiste, nous pouvons contacter le médecin pour voir avec lui si oui ou non on peut mettre un traitement en place. Avec toujours la collaboration de l'aide-soignante, nous pouvons prévenir la patiente de faire attention à ses gestes quotidiens. Par exemple, lors du brossage de dents, utiliser une brosse à dents souple, faire attention à ses gestes pour éviter qu'elle se blesse, par exemple si elle veut faire de la cuisine ou autre. Ne pas hésiter à nous solliciter si elle présente également des saignements. Concernant le rôle prescrit de l'infirmière, nous allons administrer l'anticoagulant selon la prescription médicale du médecin. Voir avec le médecin pour refaire un bilan sanguin si besoin pour avoir un suivi sur ses plaquettes ou son hémoglobine. Il est important de relever que tous les professionnels doivent veiller à ce qu'elle ne chute pas pour éviter toute blessure, donc faire attention à son environnement. Finalement, en résultat, nous espérons avoir une absence de saignement et avoir un taux plaquettaire dans les normes. Par la suite, nous avons identifié le risque infectieux. Concernant les données de la patiente, elle présente un œdème, une douleur et un érythème sur la malléole de la cheville gauche. Le 2 novembre, il est précisé que la patiente présentait un ECBU positif à une bactérie, l'Escherichia coli, qui a été traitée par une antibiothérapie actuellement terminée. Concernant les actions de l'infirmière, concernant son rôle propre, toujours en collaboration avec l'aide-soignante, elle doit effectuer une surveillance quotidienne de la température, à savoir qu'à partir de 38 degrés, la patiente est subfébrile, donc nous devons contacter le médecin et prendre les constantes intégralement, à savoir la tension artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation. Nous devons également reconnaître les signes cliniques d'une hyperthermie, à savoir des sueurs, pâleur ou encore une tachycardie. Nous devons surveiller son érythème et également l'œdème, c'est-à-dire noter son évolution ou non, à savoir la largeur, la longueur ou encore l'étendue. Nous devons surveiller la présence ou non d'un syndrome inflammatoire local, donc surveiller la présence de la douleur, la rougeur, la chaleur ou encore le gonflement. S'il y a une dégradation, nous devons contacter le médecin. Concernant le rôle prescrit de l'infirmière,
Nous devons voir avec le médecin pour refaire un bilan sanguin pour contrôler sa CRP ainsi que son taux de leucocytes. S'il y a une présence d'une hyperthermie, nous devons administrer un antipyrétique qui est prescrit selon la prescription médicale. Les résultats attendus sont une absence d'infection et de température. La cible suivante est l'altération de l'état cutané. En données, nous avons la présence d'un érythème sur la malléole de la cheville gauche. Les actions mises en place par l'IDE et l'AS seront une surveillance quotidienne 2 fois par jour de son état cutané. On va aussi éviter le point d'appui donc sur cette malléole. On protégera l'érythème avec un pansement américain avant la mise des bas pour éviter tout frottement. On mettra en place une surveillance par rapport au syndrome inflammatoire. On va donc surveiller la douleur, la présence d'un œdème, de chaleur ou de rougeur. Et on préviendra le médecin s'il y a une aggravation de cet érythème. Pour les résultats, on va attendre qu'il n'y ait pas d'aggravation, voire une disparition de l'érythème. Nous avons identifié une autre cible, qui est le risque de dénutrition. Les données. Donc, la patiente présente un score MNA égal à 21 sur 30, ce qui correspond à un risque de malnutrition. Son IMC est égal à 20,96 kg par mètre carré. Elle oublie parfois de manger, elle porte une prothèse dentaire en haut et a été hospitalisée en 2017 pour dénutrition. En ce qui concerne les actions, l'infirmière et l'aide-soignante peuvent mettre en place une fiche de surveillance alimentaire, peser la patiente 1 fois par semaine, vérifier que la patiente porte bien son dentier, lui rappeler de le mettre. L'IDE peut également voir avec le médecin s'il peut prescrire un bilan sanguin albumine et préalbumine. L'assistance sociale peut également intervenir pour mettre en place des distributions de plateaux repas par le CCAS ou voire pour augmenter les heures de présence de l'AES, qui pourrait préparer les repas. Si les troubles persistent, l'IDE peut se mettre en contact avec une diététicienne. En ce qui concerne les résultats attendus, nous voulons éviter la malnutrition ou alors une dénutrition. Nous attendons également que la patiente prenne tous ses repas. La prochaine cible identifiée est le risque de constipation. Concernant les données de la patiente, nous avons identifié qu'elle présentait une constipation pendant son hospitalisation. Elle a dû prendre un laxatif en perros qui a permis l'évacuation d'un fécalome. Les dernières selles qui ont été notées datent du 12 novembre. Il est important de noter que certains traitements qu'elle prend ont pour effet indésirable une constipation. Concernant les actions infirmières en collaboration avec l'aide-soignante, nous allons effectuer une surveillance quotidienne de son élimination. Effectuer également une palpation de son abdomen, savoir s'il est souple ou tendu, gonflé ou douloureux. Nous pouvons également lui donner des conseils diététiques, lui conseiller de manger des fibres, des pruneaux, des produits laitiers ou autres. Concernant le rôle de l'IDE sur prescription médicale, si elle constate une absence de sel, elle va se référer à la prescription médicale et administrer le traitement laxatif prescrit en si besoin. Elle va également surveiller les effets attendus, c'est-à-dire noter la présence de sel, et également surveiller les effets secondaires, c'est-à-dire des douleurs abdominales ou des diarrhées en cas de surdosage. Concernant le rôle du kiné, il va permettre une sollicitation à la marche afin de stimuler le péristaltisme. Les résultats attendus sont avoir la présence de sel régulière et d'aspect normal, et pas la présence d'effets indésirables du traitement laxatif. La cible suivante concerne les troubles cardiovasculaires. En ce qui concerne les données de la patiente, Madame P a fait un syndrome coronarien aigu en 2010. Elle présente également un engordé fort et une hypertension artérielle. Dans ses antécédents, nous pouvons aussi noter une thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche en 2017. Concernant les actions de l'IDE et de l'AS, elles vont surveiller la tension 1 fois par jour ainsi que les signes cliniques de l'hypertension artérielle comme des céphalées, des vertiges, des troubles de la vision. Elles vont également mettre les bas de contention à la patiente, surveiller les signes cliniques de la thrombose veineuse profonde qui sont douleur à la jambe ou au mollet, rougeur, chaleur et l'œdème. L'infirmière peut également voir avec le médecin si la patiente bénéficie déjà d'un suivi cardiologique ou alors, si elle n'en bénéficie pas, le mettre en place. Sur prescription médicale, l'IDE administre les traitements et surveille les effets indésirables. Tout d'abord, les antiagrégants plaquettaires, dont les effets indésirables sont le risque hémorragique et le risque allergique. Concernant les bêta-bloquants, les effets indésirables sont la bradycardie, l'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme cardiaque. Et pour finir, pour les anticoagulants oraux directs, les effets indésirables sont le risque hémorragique, les troubles digestifs ou encore le risque allergique. En ce qui concerne la prise en charge par le kinésithérapeute, il proposera à la patiente une rééducation à l'effort. Les résultats attendus sont l'absence de complications cardiovasculaires ainsi que l'absence d'effets indésirables des traitements. Ce projet de soins nous a permis d'identifier les objectifs communs à l'équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge de Madame Pellegrin.
Premièrement, nous devons maintenir Madame Pellegrin à domicile. Deuxièmement, la préservation de son autonomie au maximum est importante. De plus, que toutes les actions mises en place par les différents intervenants lui permettent de trouver ses capacités initiales. Et enfin, une adhésion de la patiente au projet de soins et qu'elle soit elle-même actrice de son projet de soins. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous avons coopéré. Comment ça s'est passé, quelles ont été nos difficultés et nos ressources. Dans un premier temps, nous avons appris à nous connaître et à identifier les compétences de chacun. Nous avons ensuite, au travers d'outils de communication tels que Globule, Messenger et des visioconférences, analysé la situation afin que chaque corps de métier analyse les besoins de la patiente en fonction de son champ de compétences. Quels étaient les enjeux de cette coopération? Tout d'abord, établir une prise en charge globale de Madame Pellegrin à son domicile, assurer la qualité et la continuité des soins à son domicile, laisser la place à chaque professionnel pour qu'il exerce son champ de compétences, transmettre, s'enrichir des expériences de chacun. Nous avons coopéré, certes, mais non sans difficulté. Revenons un peu sur les difficultés que nous avons rencontrées. Nous avons rencontré des difficultés principalement de communication, notamment liées à la taille du groupe, au travail en distanciel et aux moyens de communication pas toujours adaptés. Nous avons eu aussi des contraintes liées à nos emplois du temps, notamment une période de stage, et enfin à des enjeux d'évaluation différents, ce qui a contraint à des variabilités d'implication dans le projet. Comment avons-nous pu surpasser ces difficultés? Tout d'abord, il y a eu la mise en place d'un groupe d'étudiants moteurs qui ont impulsé la coopération et le travail de groupe. Ensuite, nous avons réajusté les méthodes de communication grâce à des visioconférences qui nous ont permis de clarifier les choses, de travailler plus efficacement en nous répartissant les tâches. Enfin, nous avons pu tous nous complémenter et discuter afin de désamorcer d'éventuels conflits. Au final, tout le monde a pu trouver sa place dans la prise en charge de Madame Pellegrin et s'est senti inclus dans le projet de soins. Nous avons beaucoup appris des autres, notamment sur les champs d'action. Nous nous sommes rendus compte des difficultés du travail pluridisciplinaire et avons mis en place des réajustements pour surmonter ces barrières. Nous en tirons donc des leçons pour notre futur exercice professionnel. Ainsi, ce projet nous a permis à chacun de découvrir ou de compléter nos connaissances sur les champs de compétences des différents corps de métiers paramédicaux, ainsi que d'appréhender notre place au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Nous nous sommes orientés vers un objectif commun tout au long de la mise en place du projet, à savoir associer les connaissances du rôle de chacun et organiser une intervention coordonnée de chaque professionnel pour nous permettre d'une part d'augmenter notre efficience de prise en charge et d'autre part de garantir un parcours de soins bien conduit pour et en accord avec Madame Pellegrin. Cependant, il faut noter que nous avons éprouvé certaines difficultés en rapport notamment avec la distance entre chaque futur professionnel, ce qui a pu limiter notre communication. Nous avons tout de même su nous entendre sur un projet commun pour Madame Pellegrin. Globule nous a aidés dans la mise en place de stratégies de communication, tant avec les intervenants extérieurs qu'entre nous. Et de plus, nous avons relevé le fait qu'en fonction de nos compétences respectives, nous n'interprétons pas de la même façon toutes les informations. Ce qui est positif pour nous, dans le sens où nous pourrons explorer toutes les possibilités liées aux difficultés de la personne. Si nous devions résumer brièvement ce que nous a apporté à tous l'unité d'enseignement projet interprofessionnel, nous pouvons nous appuyer sur cette illustration. Au début du projet, Madame Pellegrin, la patiente, était notre point commun, et la non-connaissance des autres professions pouvait nous isoler. Au fur et à mesure de l'avancement du projet interdisciplinaire, nous avons pu intégrer les compétences des autres thérapeutes gravitant autour de la patiente, ce qui nous a permis de coordonner nos actions afin de converger vers un objectif commun en accord avec la patiente.